Je suis très heureux de vous accueillir encore une fois dans notre émission Imboneza Leadership Podcast, où nous prenons le temps de discuter avec des personnalités qui ont marqué l'histoire, que ce soit du Burundi ou d'ailleurs, qui se sont distingués dans tout ce qu'ils font. On essaie de les trouver, s'ils sont ici localement ou on peut les trouver même à l'étranger. Ils peuvent être là physiquement ou virtuellement, mais on essaie de vous amener les meilleurs que nous avons pu rencontrer. Alors aujourd'hui, ce n'est pas virtuellement, c'est quelqu'un qui est ici avec nous, quelqu'un que j'ai suivi pendant un certain temps sur les réseaux sociaux. Et quand je me suis rendu compte que c'était un Burundais, ça m'a beaucoup enchanté. Je me suis dit, il faudrait qu'un jour je le rencontre vraiment physiquement. Et aujourd'hui, il est là et il va se présenter. On va passer du temps ensemble, on va échanger sur différents sujets par rapport à ce qu'il fait. Mais je ne voulais pas dévancer ce qu'il va dire et je ne voulais pas même vous donner son nom avant qu'il se présente. Je vais accueillir notre invité aujourd'hui. Soyez le bienvenu à notre podcast. Est-ce que vous pouvez vous présenter à ceux qui nous suivent aujourd'hui? Merci mon frère, je suis très ravi d'être ici. Je vous suis aussi depuis pas mal de temps. Et quand je parle aux gens de ce que tu fais ici au pays, tout le monde dit ça c'est un homme admirable qui travaille avec les jeunes, qui encourage, qui coach, qui encadre surtout les leaders, les jeunes leaders, les leaders émergents. Donc pour moi, c'est un grand plaisir d'être ici et c'est quelque chose à laquelle j'accorde beaucoup de valeur. Mes collègues ici au Burundi ont vraiment applaudi cette occasion que vous m'accordez. Alors moi, je suis Gilbert Manirakiza. C'est un nom qui prouve que je suis en effet un fils très fier du Burundi. Mais à part cela, je suis également un fils de Dieu et je me reconnais comme tel. Et ça, c'est important dans le sens que je suis également un fils d'un serviteur de Dieu. Et donc, mon feu père était un pasteur. À part cela, je suis également président-directeur général, impliqué dans une entreprise qui s'appelle Newmark Group. Elle n'est pas la seule. J'ai beaucoup d'intérêts dans différents domaines, dans différents secteurs. Mais aujourd'hui, on va peut-être parler un peu plus du groupe Newmark, qui a également une présence très forte dans la sous-région et également une très belle équipe ici à Bujumbura. Nous sommes très actifs dans le domaine de ce que j'appelle la communication stratégique. Et peut-être qu'on va entrer dans les détails dans quelques instants, mais à part la communication stratégique, nous avons également des intérêts. Quand je dis nous, c'est que j'ai des partenaires dans différents domaines, notamment la technologie de pointe, ainsi que l'immobilier, et non seulement dans la sous-région, mais aussi à l'international. Wow, ok, on aura de la matière aujourd'hui, on aura beaucoup de choses à parler. S'il vous plaît, essayez de suivre avec intérêt, parce que je suis sûr que vous allez apprendre pas mal de choses, mais aussi vous allez découvrir le travail exceptionnel qu'ils font. Vous avez dit qu'effectivement vous êtes burundais, mais très rapidement, est-ce que votre enfance, ça a été Burundi ou vous avez grandi à l'étranger? Ça a été les deux, je dirais, parce que je partage mon enfance et mon éducation primaire et secondaire entre le Burundi et d'autres pays, notamment le Kenya, la Tanzanie aussi, en partie, mais aussi certains pays hors de la sous-région. Mon éducation universitaire est beaucoup plus à l'étranger, à l'extérieur du pays. Notamment, je peux mentionner pas mal de formations que j'ai fait ici et là, mais les formations qui m'ont beaucoup plus marqué, ce sont les formations au niveau de master que j'ai fait notamment au Royaume-Uni. J'ai une maîtrise en Media Leadership. C'est quelle université là? C'est l'université de Cumbria à Carlisle. Et j'ai également fait une deuxième maîtrise, c'est ce qu'on appelle Executive MBA. C'est beaucoup plus pour les dirigeants dans le domaine des affaires. Et ça, j'ai fait ça aux États-Unis. Avec quelle université? Avec une institution qui s'appelle University of Business and Technology. C'est beaucoup plus spécialisé dans le domaine de la technologie et du business. C'est d'ailleurs pour cela que je les ai choisis. Et j'ai également fait une formation au niveau de l'université de Cornell, dans le domaine également du leadership exécutif.
Donc, vous pouvez en quelque sorte voir mes intérêts dans la vie. C'est tourner vers l'entrepreneuriat, le leadership, mais beaucoup plus pour comprendre pourquoi certaines entreprises, certaines économies, certaines sociétés évoluent beaucoup plus rapidement que d'autres, ou vont plus loin que d'autres. C'est le fond de mon intérêt. Si on parle de passion, quelle est votre passion réellement? Ma passion, c'est le développement des compétences, d'une façon générale. Moi, je pense qu'on peut tous se dépasser. Je pense que des fois, quand on vient d'un pays comme le Burundi, il y a un certain fatalisme qu'on hérite dans nos conversations où on se dit limité par nos origines, que ce soit le fait qu'on vient d'un petit pays en termes géographiques, par exemple. Mais aussi, il y a d'autres dimensions que les gens peuvent utiliser pour limiter leur définition de soi. Alors, cette passion pour le développement personnel, entrepreneurial, mais aussi économique, je pense que c'est cette passion qui me pousse à chercher à répondre aux questions qui limitent ou qui favorisent ce genre de développement. Donc, pour vous ne croyez pas vraiment que être né au Burundi, ou être burundais, être africain, c'est déjà des limites en soi? Est-ce qu'il y a moyen? Est-ce que ça veut dire que tu as potentiellement la capacité de dépasser ces limites, ou alors carrément juste le fait de savoir que tu es né au Burundi, tu es de fait limité? Au fait, moi je pense que c'est plutôt un avantage, parce que avec le bénéfice d'avoir pu voyager, de voyager beaucoup autour du monde, je remarque qu'au fait, en tant qu'Africain et surtout en tant que Burundais, il y a des atouts qu'on ne trouve pas ailleurs. Je donne l'exemple. Déjà, si vous êtes né américain, vous êtes monolingue. Mais si vous êtes né burundais, il est très probable que vous parlez plus d'une langue. Les gens ne remarquent pas à quel point ça c'est un avantage, parce que l'apprentissage de plusieurs langues développe le cerveau d'une certaine façon. On a des compétences cognitives qui sont très développées. Et en Afrique, la plupart des Africains, en fait, parlent au moins 2 langues. Une langue nationale et une langue locale. Et vous, c'est combien de langues? Moi, je suis à 5 maintenant. 5? Je suis en deçà de ma cible. C'est la première. Kirundi, français, anglais, Swahili, un peu d'espagnol. J'essaie de développer l'espagnol parce que je visite le Mexique dans 2 mois, donc j'espère que d'ici là, je serai plus compétent en espagnol. Mais au fait, à mon avis, être africain, c'est plutôt quelque chose qu'il faut considérer comme étant un atout. Il y a d'autres exemples que je peux citer, mais je remarque en effet que sur le marché international, dans les grandes économies, on apporte une certaine sensibilité culturelle, sensibilité linguistique qui devrait être appréciée. Et le problème, c'est que quand on a un autre narratif, on se limite soi-même. Mais quand le narratif est que je suis africain, donc je suis spécial, à mon avis, ça change tout. Wow. Alors, on va parler de Newmac, qui est votre société que vous avez créée, vous avez commencé. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de détails sur ça? Quel est l'objectif principal? Qu'est-ce que l'entreprise fait? Et puis, vous êtes dans combien de pays? Donc, juste nous donner un peu l'historique de cette entreprise. S'il y en a une autre qui est connectée aussi, vous pouvez nous en parler. Absolument. Newmark est une entreprise qui date de 2010 plutôt. Nous sommes implantés dans plus de 30 pays, avec des bureaux régionaux dans 7 pays. Nous avons une présence très forte sur l'Afrique parce que, évidemment, c'est là où nous avons lancé nos activités. Mais depuis 2 ans, nous avons ce qu'on appelle Global Scalability en anglais. Donc, c'est-à-dire que nous avons la capacité de servir nos clients un peu partout au monde. Donc, les limites des frontières, ce n'est pas vraiment des limites pour vous? Pas du tout. D'ailleurs, à mon avis, il faut que les Africains, surtout les Burundais, arrêtent à se considérer comme étant, c'est pour cela que des fois, quand je me présente, je dis je suis un Africain qui vient de Burundi. Parce que quand on rencontre un Chinois, un entrepreneur chinois a un marché d'un milliard de personnes. Tout à fait. Alors nous avons 1,4 milliard.
Je préfère considérer 1,4 milliard comme étant mon marché. Et dans l'économie, les effectifs, ça compte. Et je sais également que oui, il y a des frontières, mais pour l'entrepreneuriat, il n'y a pas vraiment de frontières. Quand on a un service, un produit qu'on peut proposer à quelqu'un qui en a besoin, ils vont l'acheter quel qu'il en soit. Et Newmark part de cette philosophie-là. Donc, parce que ma carrière avant ça, c'était une carrière dans le monde des Nations Unies. Et j'ai remarqué que dans ce monde-là, un bureau des Nations Unies basé à Nairobi peut servir 30 pays. Tu peux être à Nairobi, mais tu couvres plusieurs pays. Je me suis dit, pourquoi pas dans le monde des affaires? Et pourquoi pas aussi dans l'identité. Entre parenthèses, qu'est-ce que tu faisais avec les Nations Unies et c'est combien de temps que tu as passé là-bas? Avec les Nations Unies, je faisais le travail d'interprète-traducteur, non seulement les Nations Unies, mais aussi avec d'autres organisations internationales. D'ailleurs, c'est une carrière que j'aime beaucoup, que je continue à pratiquer. Et c'est grâce à cette carrière que j'ai en effet compris que l'Afrique est une région qu'une personne peut considérer comme étant son marché, si vous voulez. Alors c'est pour cela que quand Newmark a été lancé, quand j'ai lancé Newmark avec Raïssa, c'est ma sœur, nous avons décidé de travailler ensemble et on a une équipe incroyable. On a considéré que c'était mieux de se positionner comme une agence ou un cabinet panafricain à la base. Et c'est important d'avoir ce niveau d'ambition. Le point de départ pour tout entrepreneur et aussi la limite en quelque sorte, c'est le niveau d'ambition. Et ce que je remarque, c'est que quand on fixe l'ambition au pays, à une région ou au monde, ça a des implications. Alors pour nous, le fait qu'on ait décidé que l'Afrique était notre marché, ça a eu des implications considérables parce que ça détermine les recrutements, ça détermine les investissements, ça détermine les stratégies et à mon avis, ça fait quand même une très grande différence. Parce que si on avait décidé qu'on allait nous implanter au Kenya, qui était le pays de lancement, et qu'on allait développer l'entreprise là-bas, ça allait marcher. Je pense que je n'en doute pas, parce que ça marche, même actuellement. Mais il y a des décisions qu'on aurait prises très différemment. Je vais d'abord revenir un peu sur la transition, parce que bon, ici, avec notre podcast, on s'adresse aux jeunes qui, d'une manière ou d'une autre, ont quelques... je peux même appeler ça une perception par rapport à certains types de travail, par exemple. Alors, vous êtes aux Nations Unies. Est-ce que vous avez quitté parce que ça ne marchait pas? Pourquoi cette transition de quitter là où vous êtes sécurisé dans une organisation comme les Nations Unies, aller commencer une entreprise? Quelle est la transition? Est-ce que ça n'avait pas marché? Est-ce que le salaire n'était pas suffisant? Est-ce que vous n'avez pas ce qu'il vous faut pour pouvoir quitter un endroit qui est plus ou moins confortable et sécurisant pour aller prendre une aventure de commencer une entreprise? Au fait, la chance que j'ai eue, et je dois l'admettre, c'est que le positionnement que j'avais dans le système des Nations Unies, c'était pas un poste permanent comme tel. C'était un poste qu'on appelle WAI. C'est-à-dire que oui, vous avez un contrat avec les Nations Unies, mais vous travaillez lorsque vous êtes sollicité, lorsque vos services sont nécessaires. Et donc, ça m'a donné la souplesse, la flexibilité de faire autre chose. Mais avant ça, mais en même temps, même quand je faisais ça, j'avais également un poste de prof à une des universités au Kenya. Alors là, je peux dire que j'ai quitté ce poste-là, parce que c'était un poste permanent. À mon avis, il faut vraiment faire preuve de logique, il faut être pratique dans ces décisions-là. Parce que lancer une entreprise ou entrer dans l'entrepreneuriat, c'est pas qu'on doit tout laisser tomber. Mais il y a 3 choses qu'il faut garder à l'esprit. La première chose, c'est que on a 3 atouts qu'il faut jongler. Le premier atout, c'est le temps. Le deuxième, c'est les ressources financières, l'argent, si vous voulez. Le troisième atout, c'est les connaissances. Alors,
c'est très difficile d'avoir tous les trois au même moment. Soit vous avez beaucoup de temps, donc vous êtes désœuvré, etc., mais vous n'avez pas assez d'argent et vous n'avez pas assez de connaissances. Alors, il faut essayer de cerner l'atout qui va avoir le plus grand impact sur le projet qu'on a. Par exemple, moi, à l'époque, ce qui me manquait, c'était le temps, mais quand même, j'avais un peu d'argent et aussi, j'avais la capacité d'acquérir pas mal de connaissances, mais pas assez. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon revenu, j'ai continué à travailler, j'ai pris mon revenu, je l'ai utilisé pour racheter le temps des gens qui n'avaient pas de travail et aussi de chercher les connaissances auprès des gens qui les avaient. Alors, c'est ça le calcul qu'il faut faire. Et à un certain moment, je n'avais ni le temps, ni l'argent, parce que la vie évolue d'une façon ou d'une autre, ou ni assez d'argent. Donc, à ce moment-là, c'est là où je dormais 2 heures la nuit pendant un an ou 2. Pourquoi? Parce qu'il était nécessaire d'acquérir les connaissances et pour les acquérir, il fallait avoir plus de temps dans ma journée. Donc, quand on a 24 heures, il faut vraiment prendre des décisions logiques, judicieuses, tournées vers l'avenir. Le problème, c'est que la jeunesse, ces jours-ci, des fois, veut avoir, en anglais, on dit le gâteau et le manger aussi. Have your cake and eat it too. C'est-à-dire qu'on veut sortir le samedi, prendre son verre, etc. Alors que, logiquement, ce temps-là qu'on aurait pris pour le divertissement était supposé être investi. Ces 3 atouts doivent être très bien gérés dans le parcours d'une personne. Alors, quelle que soit la situation, qu'on soit salarié ou autre, c'est pas le calcul qu'il faut faire. Le calcul, c'est comment est-ce que je vais dépenser ces trois éléments-là. Alors, on revient sur Newmark pour parler de ce concept au niveau qui dépasse les frontières. Bon, alors, vous avez dit que vous êtes dans 30 pays, donc ce qui est déjà quelque chose d'exceptionnel pour des organisations, entreprises qui sont nées en Afrique, au Kenya, au Burundi. Alors, donc, mais quand vous parlez de 30 pays, c'est très facile d'avoir cette idée que vous avez 30 équipes dans 30 pays et que chaque équipe s'occupe de son pays. Alors, mais à vous entendre, j'ai l'impression que vous ne considérez pas ce style de travail. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça marche? Justement, la difficulté avec l'Afrique, c'est que les pays sont très différents, les marchés sont très différents. Alors, c'est un peu compliqué d'avoir 30 équipes qui sont structurées de la même façon. Et aussi, les compétences dont on a besoin dans un pays pourraient ne pas être présentes dans ce pays-là. Alors, il devient nécessaire de bâtir une équipe qui est, je dirais, multinationale de par même sa composition. C'est-à-dire qu'ici au Burundi, par exemple, j'ai des collègues qui sont excellents, et surtout du point de vue qu'ils sont bilingues. Excellent français, très bon anglais. Ça, c'est important parce que les clients anglophones qui sont aux États-Unis et qui veulent aller au Sénégal, ils ont besoin d'une équipe bilingue. Et ça peut être difficile d'avoir une équipe bilingue au Sénégal, mais facile d'avoir une équipe bilingue au Burundi. Donc, du coup, mon calcul n'est pas basé sur les pays comme tels, mais beaucoup plus sur les compétences. Et la présence dans un pays va être déterminée par l'opportunité commerciale, c'est-à-dire la clientèle qu'on a dans ce pays. Mais la dimension est que on est une seule équipe et on alloue les équipes, les recrutements sur la base des besoins dans un pays et pas nécessairement sur la nécessité de devoir avoir des équipes entières dans chaque pays. Est-ce qu'au niveau de vos valeurs et principes, en vous écoutant, je sens qu'il y a quelque chose en langage qu'on n'est pas habitué d'avoir dans nos pays, où quand quelqu'un est président CEO d'une entreprise, c'est comme on dit, c'est le boss. Donc, mais quand vous parlez des gens qui travaillent avec vous ici ou qui travaillent pour vous ici au Burundi, vous ne parlez pas des employés, vous parlez des collègues. Est-ce que ça fait partie de l'éthique de votre style de travail ou des valeurs? Qu'est-ce que vous avez comme valeur? Absolument. Ça, c'est une très bonne question. Et moi, je pense que nous avons beaucoup bénéficié d'une culture très
précises en matière de la façon dont nous sommes structurés. À partir de 2019, lorsque nous avons commencé à élargir notre présence sur le continent, j'ai remarqué qu'il faut avoir une nouvelle relation et une nouvelle culture. Les Anglais appellent ça corporate culture. Et c'est un peu compliqué en Afrique parce que d'abord, c'est plusieurs pays, plusieurs cultures différentes. Donc, c'est difficile d'avoir une seule culture. Alors, j'ai remarqué qu'il fallait avoir 3 piliers. Mais avant d'y arriver, quand même, je dois avouer que j'ai fait beaucoup d'études, beaucoup de lectures, j'ai parlé à beaucoup d'experts. Et j'ai remarqué que pour l'Afrique, il allait falloir une combinaison de plusieurs dimensions pour former une culture qui allait servir notre contexte. Et le premier pilier de cette culture, c'est ce qu'on appelle l'alliance. C'est-à-dire que l'employé, comme on les appelle, et l'employeur doivent au fait avoir une relation d'investissement et de bénéfices réciproques. Parce que la plupart du temps, l'employé dit « je dois avoir telle ou telle chose ». Et l'employeur dit « moi, je dois aussi avoir telle ou telle chose ». Alors, chez nous, c'est différent. Moi, quand j'ai un nouveau membre, un nouveau collègue, la question que je pose, c'est quelle est votre ambition pour votre vie et pas nécessairement pour votre carrière. Qu'est-ce que vous voulez devenir? Vous voulez devenir président de la République, ainsi de suite? Si la réponse est oui, moi, je m'engage à investir dans cet avenir. En retour, le collègue investit dans l'avenir de la société. C'est important parce que ça crée une nouvelle dynamique d'équipe. C'est pour cela que je considère cette personne comme un collègue parce qu'on investit l'un dans l'autre et ça crée, à mon avis, beaucoup de motivation des deux côtés. Le deuxième pilier, c'est le pilier de la performance. C'est-à-dire qu'on est une équipe, oui, mais on est une équipe... je dirais une équipe qui doit gagner la coupe. Beaucoup d'entreprises disent on est une famille. Pour nous, on est vraiment une équipe de championnat. C'est-à-dire que chaque joueur doit investir dans sa performance. Alors, ça implique le fait d'avoir des coachs. C'est pour cela que j'aime beaucoup ce que vous faites. Il faut avoir des capitaines d'équipe, il faut avoir des coachs. Et les coachs, c'est dans le troisième pilier, parce qu'un coach, c'est un leader, mais qui observe de près les joueurs pour voir si un joueur a besoin de faire plus de courses, de travailler sur sa stabilité. Donc, le coach ou le leader investit dans les compétences de ses joueurs. Et les capitaines d'équipe, évidemment, c'est eux qui motivent, qui font le mentorship, etc. À vous entendre, on sent que vous êtes quelqu'un qui a vraiment compris très tôt la notion d'investissement. Et je me rappelle une fois, on faisait une conversation, alors... Tu m'as parlé d'une petite anecdote, comment tu as acheté tes premières actions. Tu peux nous rappeler un peu comment ça s'est passé? Oui, c'est très intéressant. Au fait, mes notions dans le concept de l'influence des médias commencent à partir de là. Je pense que c'était tout juste après l'école. Je pense que j'étais à l'université. Alors, une fois, j'ai commencé à lire certains livres que certaines personnes m'ont recommandé. Un livre Tu peux nous citer un peu les livres, c'est intéressant de connaître. Voilà, le premier livre, c'est un livre que beaucoup de gens dans le monde anglophone peuvent reconnaître. Le premier livre, c'est Rich Dad Poor Dad par Robert Kiyosaki. Je pense que vous connaissez. Oui, je connais. Et c'est un livre que je recommande à toute personne vivante. Je suis très content de voir que mon fils était en train de le lire. Non, c'est important parce qu'au fait, c'est un livre qui présente d'une façon très simple les principes de la réussite financière, de la gestion financière, parce que Robert Kiyosaki, l'auteur, parle non seulement de la mentalité des personnes qui réussissent dans les investissements, mais aussi du processus, c'est-à-dire comment on peut passer des revenus qui viennent du salaire et passer jusqu'à ce qu'on appelle risk investment. C'est tout un processus. Et ça m'a beaucoup aidé. Et ça m'a encouragé à lire un autre livre qui est intitulé Cash Flow Quadrant. Ça, c'est un livre un peu plus technique. C'est-à-dire qu'il décrit un cadran
de cash flow, c'est-à-dire des flux de trésorerie au niveau personnel, mais aussi dans les investissements. Okay. C'est un livre qui m'a beaucoup structuré et qui m'a aidé à établir une vision personnelle des investissements. Donc, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, j'ai au fait établi une philosophie de la gestion financière dans ma vie. Et depuis cette époque-là, c'est cette vision-là que je mets en application. Okay. Ce qui va vous surprendre, c'est que le 3e livre est un livre par Donald Trump. Wow. The Art of the Deal. C'était à l'époque avant qu'il soit président. C'était avant qu'il ne soit président. Okay. C'est un livre très intéressant et je le recommande à tout le monde également parce que ça parle beaucoup de la négociation. Mais ce qui est intéressant, c'est que je me souviens bien que ça explique le concept de la résilience d'un investisseur, parce qu'un investisseur va avoir beaucoup de difficultés, surtout du point de vue financier. Alors il faut savoir qu'on a l'option de négocier. Et je pense que beaucoup de gens qui ont une certaine réussite financière savent très bien que quand vous avez un prêt à la banque, vous pouvez négocier. Si vous avez des difficultés à rembourser, etc., vous pouvez négocier, etc. Mais la plupart des personnes ne savent pas qu'on a cette option-là. Alors, ce sont des concepts comme ceux-là qui m'ont beaucoup aidé. Et quand j'ai commencé alors à structurer Newmark comme cabinet de communication stratégique panafricaine, j'ai essayé d'inculquer certaines de ces valeurs dans la manière dont je conceptualise les investissements, non seulement de Newmark, parce que Newmark, c'est un groupe, en effet, qui a différentes dimensions, je peux en parler, et ce sont des investissements stratégiques, et je pense que je suis très reconnaissant à ces auteurs-là. Et je recommande vivement ces 3 livres-là. Est-ce que tu as acheté les premières actions là? Oui, voilà, c'était ça la question en fait. Alors, après avoir lu ces livres, j'étais persuadé que je veux devenir un investisseur. Et comme il parlait beaucoup de l'achat d'actions, et j'étais au Kenya, il y avait une bourse à l'époque, je me suis dit, écoutez, moi je vais aussi aller dans ce sens, je vais acheter des actions. Mais j'avais vu qu'il faut vraiment suivre l'actualité au quotidien. Pourquoi? Parce qu'au fait, c'est l'information qui détermine la valeur, la fluctuation des valeurs des actions sur la bourse. Donc, des actions des entreprises cotées à la bourse. Alors, chaque jour, j'ai commencé à lire le journal Daily Nation, Business Section. Et un jour, j'ai remarqué qu'il y avait une annonce d'un partenariat entre East African Cables et Nexan, une entreprise française. East African Cables allait avoir le droit de distribuer en Afrique de l'Est les produits de Nexan. Notamment, c'est un producteur de câbles. Alors, j'ai vu ça vers 4 heures du matin. À 8 heures, j'étais au bureau des acheteurs. Donc, il y avait des comptoirs où on achète des actions. J'avais $100 que maman m'avait donné. Elle ne sait pas ceci, mais elle m'avait donné cet argent pour, évidemment, je ne sais pas, subvenir à certains de mes besoins. J'ai acheté ces actions-là. Et 3 semaines plus tard, j'ai triplé la valeur de ces actions. Et c'est ça qui a vraiment allumé un feu en moi. J'ai compris l'importance de l'information, de la communication. Ça affecte la valeur, non seulement des entreprises cotées en bourse, mais dans la vie en général. L'influence qu'ont les uns et les autres dépend de la manière dont ils communiquent. Et alors, à partir de là, je pense qu'on dit « the rest is history ». Alors là, je pense qu'effectivement, avec le mot que vous venez de prononcer, maintenant, ça nous amène vraiment au cœur de notre émission. Vous avez parlé des formations que vous avez faites à gauche, à droite, et revenez sur le leadership. Effectivement, vous êtes un entrepreneur, vous êtes quelqu'un qui investit, qui dirige de grandes entreprises. Alors, quand on parle de l'influence, pour vous, c'est quoi? Pour moi, l'influence, c'est la capacité qu'a une personne ou une organisation à persuader d'autres personnes ou groupes de personnes à adopter une idée, une position donnée, ou à mettre en œuvre une action ou prendre une décision. Donc, c'est vraiment
la capacité de faire des choses par d'autres personnes. C'est un peu simpliste, mais c'est exactement ça l'influence, et ça se voit dans toutes les sphères de la vie. Quand on se réveille le matin, qu'on doit dire à ses enfants, allez faire ceci ou cela, ils peuvent dire oui ou non. Alors l'influence qu'on a sur eux, ça dépend justement de la place qu'on a dans leur vie et aussi de la manière dont ils nous voient, etc. Et aussi dans le monde commercial, ça se voit, la capacité qu'a une entreprise à faire acheter ses produits, à persuader les gens à tout d'abord considérer qu'un produit vaut le coût. Ça fait partie de l'influence. Mais aussi, c'est un peu dans l'abstrait aussi. Il y a le pouvoir qu'a une entreprise. Je suis sûr que vous avez un iPhone, par exemple. Vous avez le profil de quelqu'un qui a un iPhone. Alors, iPhone, qu'est-ce qu'ils vendent? Ils ne vendent pas les téléphones. Qu'est-ce qu'ils vendent? Ils vendent plutôt ils vendent l'innovation. Ils vendent la fiabilité de leur technologie. Parce que vous pouvez acheter un Samsung, vous pouvez acheter un Tecno, et le téléphone Tecno, Samsung, c'est exactement la même fonction, pratiquement. Alors ça, c'est aussi l'influence. L'influence qu'a la marque Apple de vous faire acheter leurs produits, pas à cause de la fonction de ce que fait ce produit, mais plutôt à cause de la perception de l'image que vous avez du symbole. Et ça fait partie de l'influence. Donc l'influence est tangible et intangible.